Bonjour tout le monde, voici le premier vidéo portant sur l'électricité et le magnétisme. Donc au premier cours, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu le concept de charge électrique et ce qu'est un conducteur et ce qu'est un ioniseur. Donc sans plus tarder, une charge électrique, c'est soit positif ou négatif. Au niveau atomique, un atome est formé de trois types de particules. Dans le noyau, on retrouve deux d'entre elles. Donc, on retrouve des protons, qui sont représentés par les boules rouges, qui portent une charge positive, et les neutrons, qui sont représentés par les petites boules bleues, qui sont des particules non chargées, qui sont neutres. C'est pour ça qu'on les appelle des neutrons. Autour du noyau, on retrouve sur différentes orbites des électrons, qui sont des particules chargées négativement. Les particules chargées positivement sont généralement représentées par des petites boules rouges dans les problèmes et par des boules bleues sont représentées les charges négatives. Il y a certains manuels qui utilisent la notation Q majuscule pour représenter des charges, mais nous, on va utiliser la notation Q minuscule. Donc, quand on parle d'une charge, on va utiliser le Q minuscule. Comme vous le savez, pour mesurer une distance, on va utiliser le système métrique, donc des mètres, des kilomètres, des centimètres, des millimètres. Pour la masse, on va utiliser les grammes, les kilogrammes. Pour la température, ça va être les degrés Celsius ou les degrés Fahrenheit, ou encore les degrés Kelvin. Mais pour la charge électrique, on va mesurer ça à l'aide d'une unité de mesure qui est le coulomb. Le coulomb, ça représente quoi? En fait, c'est le nombre de protons ou d'électrons qu'on peut retrouver dans une charge électrique. Le proton ou l'électron, lui, a une charge très petite, qu'on représente par le chiffre 1,602 fois 10 à la moins 19 coulombs. Donc, un proton et un électron possèdent une charge très petite, et il est à noter qu'une charge négative va avoir un signe négatif avant la constante, et un proton va avoir un signe positif. Mais que le chiffre, en tant que tel, la charge électrique de chacune de ces particules-là, est la même. En sachant ça, en sachant que la charge élémentaire, c'est-à-dire la charge d'un proton, vaut 1,602 fois 10 à la moins 19 coulombs, il est possible de savoir que représente un coulomb. Donc, combien de protons faut-il rassembler pour obtenir un coulomb? Donc, il suffit de faire un produit croisé. Si on multiplie un proton par un coulomb divisé par la charge élémentaire, qui est de 1,602 fois 10 à la moins 19, on obtient 6,25 fois 10 à la 18 protons. Donc, on remarque que dans cette réponse, on a un fois 10 à la 18. Donc, il y a un très grand nombre de protons réunis pour former un coulomb. Ça en prend vraiment beaucoup. De plus, pour les charges électriques, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que les charges de signe contraire vont s'attirer. Donc, il va y avoir une force électrique, une force d'attraction entre ces deux charges, s'ils sont chargés positivement et négativement. Lorsque ces charges sont chargées de signes identiques, donc 2 plus ou 2 moins, elles vont se repousser. Elles vont se repousser en fonction de leur charge. Donc, si on place deux petites charges l'une à côté de l'autre, il va y avoir une force de répulsion, mais elle sera plus petite que si on place une à côté de l'autre deux grandes charges de signes identiques. Maintenant, on va embarquer dans le bloc conducteur isolant. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'il y existe trois types de matériaux. Il y a des matériaux qui vont être conducteurs d'électricité, comme l'eau salée, les fils de cuivre ou les métaux. Ici, on a des pépites d'or, mais on aurait pu mettre de l'aluminium ou bien d'autres métaux. Il y a des semi-conducteurs qui partagent certaines caractéristiques des conducteurs et des isolants. On n'en parlera pas dans le cadre du cours. Et des isolants, qui sont des matériaux comme le caoutchouc, le tape électrique ou encore le bois. Un conducteur, c'est une substance qui permet aux charges de circuler librement.
dans le matériau. Un isolant, quant à lui, c'est une substance qui ne peut pas permettre aux charges de circuler. Et lorsqu'on parle de charges qui circulent, c'est bien des électrons. Donc ce sont les électrons qui se déplacent dans les matériaux. Lorsque on parle d'électrisation, c'est le fait de créer un déséquilibre des charges dans la matière, c'est-à-dire qu'il va y avoir des électrons qui vont se déplacer d'un corps à un autre pour le charger. Donc, le nouveau corps va avoir un surplus d'électrons. Normalement, tout objet est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il y a autant de plus que de moins. Lorsqu'on électrise, c'est-à-dire qu'on rajoute des électrons, on devient chargé négativement. C'est un peu le principe qui se passe lorsque on, on touche un fil électrique en ayant les pieds par terre. Les électrons vont vouloir passer dans nous, car nous, on est malheureusement des très bons conducteurs d'électricité. Les électrons, eux, vont vouloir se diriger vers le sol. Si on n'avait pas les pieds par terre, on peut aussi prendre l'exemple des écureuils qui se promènent sur les fils électriques. Les électrons ne vont pas vouloir aller dans l'écureuil ou dans nous. Pourquoi? Parce que c'est un cul-de-sac, entre guillemets. Les électrons vont vouloir emprunter toujours le chemin le plus facile. C'est plus facile de continuer dans le conducteur que se ramasser dans nous. Donc, s'il y a un contact entre nous et le sol, on crée un court-circuit. Donc, les électrons vont avoir un chemin plus facile, plus direct vers le sol. Et évidemment, en fonction du voltage du fil qu'on touche, les dommages peuvent être très très grands. Donc l'électrisation, c'est un transfert d'électrons d'un endroit à un autre. Ici, on a une vidéo. J'ai un circuit formé d'une pile, de fils électriques, deux ampoules et un interrupteur. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'interrupteur se ferme? C'est qu'on va avoir un circuit fermé. Les électrons vont pouvoir se déplacer dans le fil. Les électrons, gardez en tête que ça a une charge négative et que deux charges négatives veulent se repousser. Donc, chacun des électrons va vouloir se pousser un l'autre et c'est pour ça qu'il y a un déplacement. En partie. L'autre partie, c'est que les charges négatives vont être attirées vers la borne positive de la pile. Et si on augmente la tension de notre circuit, bien, les électrons vont être attirés davantage vers notre borne positive de la pile. Et s'ils se déplacent rapidement vers la borne positive, bien, eux autres vont vouloir s'éloigner des précédents. On a ici une vidéo portant sur les solutions électrolytiques. Une solution électrolytique, dans le fond, c'est une solution de l'eau dans laquelle se trouvent des ions. Si on met du sel, qui est formé de Na et de Cl, dans l'eau, le Na et le Cl vont se dissocier pour former des ions. Des ions, ce sont des atomes qui ont une charge électrique. Donc le Na a une charge positive, ce qu'on appelle un cation, et le Cl a une charge négative, ce qu'on appelle un anion. C'est bien important de comprendre que ce ne sont pas toutes les substances qui vont se séparer en ions. Ici, on vient de remettre du sel, donc on a vu que ça se séparait en ions. Quand on met du saccharose, qui est du sucre, on remarque que ce sont des molécules, des grosses molécules, et que ces molécules-là ne possèdent pas une charge électrique. On va refaire l'expérience maintenant avec deux nouveaux solutés. Ben, en fait, un nouveau, parce qu'on va réutiliser le NaCl. Donc, lorsqu'on met du NaCl dans l'eau, on remarque que le Na+, la concentration va augmenter, et le Cl- aussi. Si on rajoute du CaCl2, du chlorure de calcium, ben on sait que le Cl2 va former des ions Cl, donc la concentration va augmenter davantage, et le Ca, c'est un cation, ayant une charge 2+. Donc ici, si dans notre solution, on a une solution quand même assez électrolytique. Donc il y a beaucoup de charges électriques en présence dans le milieu.
Tantôt, on avait mis du sucre. Vous vous souvenez, ça avait fait des molécules. Euh, Par contre, ces molécules-là n'étaient pas chargées. Il existe des substances, ok, des molécules qui vont pouvoir à la fois être un ion et une molécule. On a l'ion ici NO3-, qui, vous voyez, c'est trois atomes liés ensemble. En fait, c'est trois atomes d'oxygène avec un d'azote. Il va y avoir une charge, malgré que c'est une molécule. Donc ici, on va mettre deux électrodes reliées à une pile et une ampoule. Si on met du sucre, vous vous souvenez tantôt que le sucre, ça se séparait en grosses molécules et qu'il n'y avait pas de charge électrique. Donc, lorsqu'on verse ça dans l'eau, évidemment, il n'y aura rien. Il y aura pas de courant électrique qui va se faire. Et ce, même si on baisse la quantité d'eau. Si on met du sel maintenant, lorsque le sel rentre en contact avec l'eau, il va y avoir création d'ions, Na+ et Cl-. Les Na+ vont vouloir se diriger vers la borne négative, tandis que le Cl- va vouloir se diriger vers la borne positive. Ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir un courant électrique qui va se créer. Évidemment, si on baisse la quantité d'eau, les particules vont bouger plus rapidement dans l'eau et donc percuter plus souvent les électrodes, ce qui va faire en sorte que la lumière va s'allumer plus. Donc voici un petit résumé du cours que vous avez manqué ou du cours que vous avez mal compris ou que vous avez désiré entendre de nouveau. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, évitez surtout de prendre du retard. Donc la matière va quand même avancer rapidement. Donc on se voit au prochain cours et aux prochaines vidéos.